Cérès, Eris et Pluton sont trois planètes naines de notre système solaire. Elles tournent autour du Soleil avec une orbite quasi circulaire. Eris possède un satellite naturel appelé Dysnomia. Eris parcourt une orbite elliptique autour du Soleil avec une période de révolution TE valant environ 557 années terrestres, c'est-à-dire 557 ans. La première question qui nous est posée, c'est l'orbite d'Eris se situe-t-elle au-delà ou en deçà de celle de Pluton? Justifiée en utilisant la troisième loi de Kepler. Alors, on a noté que Eris et Pluton sont deux planètes naines de notre système solaire qui évoluent donc autour du Soleil avec une orbite quasi circulaire. Donc, en appliquant la troisième loi de Kepler à Pluton et Eris, puisque Pluton et Eris étant deux planètes évoluant autour du Soleil, rappelons que d'après la troisième loi de Kepler, le rapport entre le carré de la période de révolution et le cube du rayon de l'orbite est le même, est constant, et surtout il est le même pour toutes les planètes. Or, il se trouve qu'ici on a deux planètes, Pluton et Eris. Donc ce rapport T au carré sur R au cube sera le même pour Pluton et Eris. Autrement dit, on peut écrire que T au carré, TE au carré sur RE au cube est égal à TP au carré sur RP au cube égale constante. R désigne le rayon de l'orbite quasi circulaire. Ensuite, il faut qu'on puisse établir le rapport TE au carré sur TP au carré. L'objectif étant d'établir également le rapport RE au cube sur RP au cube. Alors, à partir de la troisième loi de Kepler, donc de l'égalité des rapports de Kepler, on va notamment diviser le... Alors déjà on fait un produit en croix, puisqu'on va faire RE au cube fois TP au carré, ce qui nous donne ce qu'on a ici, qui est égal à TE au carré fois RP au cube, qui nous donne ce qu'on a ici. Et ensuite, on va s'arranger pour diviser les deux membres de cette égalité qu'on a ici, les deux membres. On va les diviser par TP au carré fois RP au cube. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de se débarrasser de TP au carré et de TP au carré ici. Et ça va nous permettre de nous débarrasser de RP au cube et RP au cube. Donc du coup, on obtient TE au carré sur TP au carré qui est égal à RE au cube sur RP au cube. Ensuite, notons que la période de révolution de la planète Eris est de 557 ans, que la période de révolution de la planète Pluton est de 248 ans. On a donc TE qui est supérieur à TP. Alors si on calcule le rapport TE carré sur TP carré, le rapport qu'on avait ici, on observe qu'il est supérieur à 5. Il est égal à 5, il est strictement supérieur à 5. Donc il est strictement supérieur à 1. Par conséquent, le rapport que nous avons ici, puisqu'il est égal au rapport TE carré sur TP carré, il est également strictement supérieur à 1. C'est ce que nous avons écrit ici. Donc, en multipliant les deux membres de cette inégalité par RP au cube, on obtient ceci. Donc, on aboutit à RE au cube, strictement supérieur à RP au cube. Comme les rayons orbitaux RE et RP sont strictement positifs, on en déduit que RE est strictement plus grand que RP. Donc, l'orbite d'Eris est supérieure à l'orbite de Pluton.
on en déduit que l'orbite d'Eris se situe au-delà de celle de Pluton. Deuxième question, il fallait définir le référentiel considéré comme galiléen permettant d'étudier le mouvement de dysnomia autour d'Eris. Alors on a la schématisation suivante. Bien entendu, dysnomia est en orbite autour d'Eris. Le référentiel d'étude qu'il faut choisir ici, c'est le référentiel, donc le centre est confondu avec le centre d'inertie d'Eris. Et donc les axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines. Ce référentiel est considéré comme galiléen, c'est le référentiel éricentrique. Troisième question. Dans le repère de Freinet, et en appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer les coordonnées du vecteur accélération du centre d'inertie de dysnomia en fonction des paramètres de l'énoncé. Petit b, préciser la direction et le sens de ce vecteur accélération. Alors, considérons le mouvement circulaire. Uniforme de dysnomia dans le référentiel éricentrique. Muni du repère de Freinet. Centré, bien sûr, sur le satellite dysnomia. Alors, on peut compléter notre schématisation. Donc, on a ici le repère de Freinet. Avec le vecteur unitaire n de Freinet et le vecteur u. Donc, le repère de Freinet, c'est le repère DUN. Dans lequel on peut placer le vecteur vitesse de dysnomia, le vecteur accélération, que l'on pourra placer en bleu ici. On a la force d'interaction gravitationnelle, bien entendu, qui est l'attraction exercée par la planète Eris. L'attraction exercée par la planète Eris sur son satellite, dysnomia. Alors on peut écrire que le satellite dysnomia est soumis à une force unique qui est la force d'interaction gravitationnelle exercée par Eris sur dysnomia.
Et cette force, on l'appelle la force F de E sur D. On peut aussi noter F de E sur D, hein, tout simplement. L'attraction exercée par Eris sur dysnomia. L'attraction intergravitationnelle. Donc, on a noté que le repère de Freinet, c'est le repère DUN. Ce repère de Freinet, évidemment, il est lié au satellite dysnomia, hein, donc de centre D. On va l'écrire. Donc, dans le repère de Freinet DUN, lié au satellite dysnomia, donc de centre le point D. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, justement, deuxième loi de Newton qu'on va appliquer au satellite dysnomia. Alors, étant donné que la force d'interaction gravitationnelle F de E sur D est la seule force qui s'exerce sur le satellite dysnomia, on va écrire que F de E sur D est égal à la masse donc de notre satellite, hein, dysnomia, multiplié par le vecteur accélération. Soit, alors F de E sur D, c'est la constante de gravitation universelle, multipliée par la masse d'Eris fois la masse de dysnomia, divisé par RD au carré. Le rayon orbital de dysnomia au carré, multiplié par le vecteur unitaire petit n du repère de Freinet. Et tout ceci est égal à md fois l'accélération du centre d'inertie de dysnomia. Donc, après simplification, on obtient l'expression du vecteur accélération issue de la deuxième loi de Newton. Donc, du coup, ça nous donne que l'accélération est égale à G ME sur RD au carré fois petit n. Voilà. Alors évidemment, maintenant, on peut comparer les deux expressions de l'accélération de Newton et de Freinet, puisque l'expression de l'accélération issue de Freinet donc issue du repère de Freinet on le sait, c'est A égale composante tangentielle de l'accélération multipliée par le vecteur unitaire U plus la composante normale de l'accélération multipliée par le vecteur unitaire n, avec bien sûr la composante tangentielle qui est égale à dv sur dt, et la composante normale de l'accélération qui est égale à
V au carré sur R. Donc V au carré sur RD. Donc par identification des deux expressions de l'accélération, on obtient que AT est égal à 0 et AN est égal à V au carré sur RD, ce qui est égal à G ME sur RD au carré. Voilà ce qu'on obtient. De cette écriture, de cette égalité, on en déduit que la vitesse est constante, puisqu'en fait, on obtient dV sur dt égale 0, et donc V, vitesse, est constante. Et de cette égalité, on pourra tirer l'expression de la vitesse. On pourra donner l'expression de la vitesse. Donc, bien sûr, à l'aide du produit en croix. Alors, on a répondu à la question. Alors, petit b, préciser la direction et le sens de ce vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération, il est là. Le vecteur accélération est colinéaire au vecteur m de Freinet. Hein? Il est colinéaire au vecteur m de Freinet. Donc, c'est un vecteur normal à la trajectoire circulaire, puisque le vecteur m de Freinet est toujours normal à la trajectoire circulaire de dysnomia. Et le vecteur n est dirigé vers le centre. Il est dirigé vers le centre d'Eris. Donc, c'est simple. On a l'accélération qui est ici fonction de petit n, qui est dans le même sens que petit n, puisque cette constante est positive. Donc, on a ici une constante positive. Donc, on peut dire que le vecteur accélération est un vecteur normal à la trajectoire circulaire, puisque quand on regarde la schématisation, on voit bien que le vecteur n est toujours normal au vecteur u en tout point de la trajectoire de dysnomia. Donc, du coup, et en plus, n est toujours dirigé vers le centre.